L'affaire Schaeffer, la science contre le crime. Monsieur Allot, chirurgien-dentiste, possède un cabinet dans un élégant appartement au 2e étage du 157 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Il se compose de 6 pièces. 2 salons d'attente. Monsieur Allot emploie depuis 12 ans Alphonse-Joseph Rebel, 47 ans, comme domestique. Marcel Letard est son assistant. Le 17 octobre 1902, Monsieur Allot arrive à son cabinet vers 10 heures. Sur le palier, il trouve son assistant qui s'inquiète. Depuis 20 minutes, il frappe à la porte, mais personne ne vient lui ouvrir. Rebel ne serait-il pas encore arrivé? Allot n'est pas inquiet. Son employé aura fait la fête la veille au soir et se sera endormi sur le canapé. Il tire son trousseau de sa poche, ouvre la porte de l'appartement et entre, suivi de Monsieur Letard. Il traverse les salons d'attente et les 2 cabinets d'opération. À l'évidence, il s'est passé quelque chose. Un secrétaire a été fracturé et divers papiers sont éparpillés au sol. En pénétrant dans la salle à manger, il recule, épouvanté. Rebel est étendu, une serviette lui serre le cou et son visage porte des traces apparentes de griffures. Son chien Plutus se tient à côté du corps et semble le veiller. Selon toute apparence, Rebel est mort. On va quérir un médecin du quartier qui déclare que la victime a succombé à la strangulation. On court prévenir le commissaire de police du quartier, Monsieur Mourgue, d'avoir avisé le préfet de police, le parquet et le service de la sûreté de la lugubre découverte. L'appartement a été dévasté. Les râteliers en vermeil et les instruments de chirurgie ont disparu. La vitre d'un meuble à tiroir plat conçu pour le classement des monnaies et médailles a été brisée. Tous les objets que contenait ce médaillier ont disparu ainsi que 16 000 francs enfermés dans un tiroir-caisse. Le coffre-fort n'a pas été ouvert car il ne s'ouvre qu'au moyen d'une combinaison spéciale. Lui, on trouve ses clés, son col, un mouchoir marqué A appartenant à Monsieur Allot et une pierre faisant partie d'une des collections géologiques du dentiste. Dans la cuisine, le repas du domestique est prêt, la table est mise. Un morceau de fromage, du raisin, 1 litre de vin rouge. Sur la cheminée, le magistrat remarque une bouteille de rhum à demi-bu et 2 verres. Le doute ne semble pas permis. Le meurtrier est un ami de Rebel, venu le voir après le départ du patron. Il devait connaître le meurtrier. L'inspecteur interroge les premiers témoins. Monsieur Allot explique qu'à sa sortie du régiment, Rebel a été gardien de la paix. Il n'a jamais eu à se plaindre de ses services, au contraire, il a pleinement confiance en lui. La veille au soir, Monsieur Allot a quitté son cabinet dentaire vers 5 heures pour regagner son domicile rue des Combes. Rebel reste son patron pour lui faire part des visites reçues après son départ. Mais il arrive souvent qu'aucun patient ne se présente, et alors Rebel ne passe pas rue des Combes. Monsieur Allot ne s'est donc pas inquiété de ne pas le voir. L'inspecteur Prélat interroge ensuite Madame Baltet, couturière, qui occupe l'appartement juste en dessous de celui du dentiste. Vers 6h30, elle a entendu des plaintes étouffées. Mais elle ne s'est pas inquiétée outre mesure car il est très fréquent que des cris émanent du cabinet dentaire, c'est quand même le 3e étage sont actuellement absents, se disposaient à sortir. Elle se trouvait sur le palier quand elle a entendu des cris bizarres qui l'ont effrayée et fait rentrer chez elle. Il ressort de la déposition de l'assistant Marcel Letard que les relations du domestique avec son maître passaient de la plus intime cordialité aux disputes les plus violentes. Rebel aurait souvent menacé son patron et lui aurait même un jour jeté une bouteille à la tête. Il s'avère que Rebel, domestique dévoué, s'adonnait un peu trop. Il résulte de ces interrogatoires que la victime recevait fréquemment, dans l'appartement de son patron quand il était absent, des individus à la moralité douteuse. Certains n'auront pas manqué de constater l'opulence du dentiste et peut-être manigancer un cambriolage. Avec ou sans la complicité de Rebel?
À 2 heures, M. Joliot, juge d'instruction d'Ésieux Cochefer, chef de la sûreté, et de M. Monniot, son secrétaire. Bientôt, ils sont rejoints par le docteur Soquet, médecin légiste, et M. Bertillon, directeur du service d'anthropométrie. Avec eux, un serrurier, invité à donner son avis sur les diverses effractions commises. Ils ont sur les talons le chien de la victime qui pousse des hurlements à fendre l'âme quand les pompes funèbres emmènent le corps vers la morgue. On inspecte l'appartement de fond en comble. Les policiers découvrent des traces de préfecture de police de Paris. Il effectue aussi un prélèvement des empreintes de la victime pour comparaison. Il prend des photos au magnésium du cadavre, de la pièce où il se trouve, ainsi que des divers meubles fracturés. L'autopsie a lieu le soir même à la morgue par le docteur Soquet, en présence du juge d'instruction. Elle confirme les premières observations de mort par strangulation. L'estomac de la victime étant vide, l'homme de l'art conclut à une mort entre 6h et 6h30 du soir, avant le dîner. Malgré les apparences, le vol ne serait pas le mobile. Il s'agirait d'un crime provoqué par des passions inavouables, comme on disait alors. La police procède à une première arrestation parmi les amis de la victime habitués du faubourg Saint-Honoré. L'individu de 33 ans a été vu avec Rébel le jour même du crime. Il est interrogé par le juge d'instruction, mais relâché car il a pu fournir un alibi. La police poursuit ses investigations parmi les individus aux allures louches que Rébel rencontrait dans les débits de vin. Un second individu, ami du premier, est arrêté. Il se prénomme Alfred et il a ses entrées chez M. Allot, qu'il emploie parfois pour aider son domestique. Le juge Joliot, après avoir pris connaissance de l'enquête du commissaire Cochefer, interroge le prénommé Alfred. Il affirme qu'il a vu la victime le jour où elle n'a pas voulu le laisser entrer, parce qu'il avait déjà du monde. Il est donc rentré chez lui, à Levallois-Perret. Il nie toute participation au crime. Joliot insiste. Pourquoi a-t-il raconté partout que le dentiste Allot lui offrait la place de garçon de clinique, celle de Rébel, et qu'il proposait même une indemnité de 30 000 francs à Rébel pour qu'il lui cède sa place? Alfred ne l'explique pas, sinon par son goût pour les racontards. Il persiste à répondre de façon vague et indécise à toutes les questions. Est-il écroué au dépôt? Il n'y restera pas longtemps. Le 20 octobre, le juge autorise la perquisition de la clinique dentaire de M. Allot, lieu du drame. La police trouve dans un coin de la cuisine transformée en laboratoire un torchon chiffonné taché de sang. Toute la correspondance du dentiste est saisie afin de savoir si elle contient des menaces de mort contre lui ou son employé. Le 23, les policiers font procéder au curage des fausses aisances de l'immeuble. En effet, ils suspectent que le vol nassin. Celui-ci aurait mis en scène un vol pour cacher un autre mobile. Il aurait donc pu se débarrasser aussitôt des objets volés, à savoir des médailles, un rond de serviette, des cuillères, des fourchettes, une timbale en argent, 2 tasses à café, des portes empreintes de dentiste pour fabriquer des dentiers. Mais rien n'a été découvert. Les obsèques de Joseph Rébel ont lieu le 25 octobre au cimetière de Bagneux, affecté aux sépultures des corps transportés à la morgue. Le frère du défunt, le meurtrier, en fait-il partie? L'affaire Schaeffer, la science contre le crime. Entre interrogatoire ne menant à rien et arrestation suivie de rapide libération, l'enquête semble piétiner. Quand le 29 octobre, coup de théâtre, la police annonce qu'elle connaît le nom de l'assassin. Les charges et présomptions semblent si bien établies que le juge d'instruction M. Joliot n'hésite pas à signer un mandat d'amener contre le coupable présumé. Il s'agit d'un certain Henri-Léon Schaeffer, dit Henri Sourdès, de 26 ans. Célibataire, il a été cocher-livreur et il a disparu de son logement du 11 passage Bosquet à Paris, le jour même du crime. Afin de retrouver cet homme, le commissaire Cochefer fait imprimer une circulaire qui contient son portrait et son signalement. Il l'a fait envoyer à tous les commissariats de Paris et banlieue 73, corpulence ordinaire, élancé.
Visage large et rond, yeux bleu clair ardoisés, paupières recouvertes et regard fuyant. Cheveux blonds à roux foncé, plats sur le devant, touffus et longs par derrière. Moustache blonde rousse et claire assez forte. Dents très belles et espacées, mains grosses mais très douces. Beau garçon de mise soigné, type du domestique désœuvré. Il porte souvent très en arrière sur la tête un chapeau meloncé à petites raies très fines, par-dessus marron ou noir. Il met souvent ses mains dans ses poches. Il a l'accent alsacien et parle allemand. Il a servi dans l'artillerie et travaillé dans une fabrique d'allumettes. On signale également que ce Schaeffer a des mœurs déplorables et qu'il était l'ami intime de Rebel. Son amant, en d'autres termes. Tous deux mangeaient souvent ensemble dans l'appartement du dentiste, à l'insu de celui-ci. Les enquêteurs pensent que Schaeffer dînait avec Rebel le jour du délit, que Rebel simula des effractions, afin de laisser croire que des malfaiteurs avaient brisé au hasard des vitres, des secrétaires, des tiroirs. Une fois le cambriolage perpétré, Schaeffer aurait eu l'idée de se débarrasser de son complice pour profiter pleinement des biens mal acquis. Il se serait jeté sur lui et l'aurait étranglé. Les policiers affirment dételer d'investigation tout nouveau qui ne doit pas être divulgué. Cette preuve est de nature à accabler le suspect au cas où, devant le tribunal, il voudrait nier sa culpabilité. Pour la presse, ce procédé révolutionnaire inspirera sans doute une salutaire terreur à tous ceux que la cupidité ou la passion poussent au crime. Ce procédé, on le doit au chef du service de l'anthropométrie judiciaire, Alphonse Bertillon. De retour de l'appartement du crime, il se met au travail. Les propriétaires a enlevé les débris de vitres après l'avoir cassé. Saupoudrées de mines de plomb, elles sont photographiées, agrandies et comparées avec les empreintes de la victime, mais elles ne correspondent pas. Serait-ce celle de l'assassin? Chose encore unique et incroyable, une semaine après le meurtre, Bertillon propose un nom, celui de Schaeffer. Et en 1902, quand Alphonse Bertillon affirme quelque chose, on l'écoute. N'est pourtant pas entré dans la police par la grande porte. Élève médiocre, il abandonne ses études de médecine. Son père le fait entrer en 1879 à la préfecture de police de Paris, où il exerce la fonction de commis aux écritures. Il gratte du papier et voit passer des dossiers, encore des dossiers. Il les classe et rédige les fiches de signalement des personnes arrêtées. Il déplore l'approximation des procédés d'identification et le mauvais classement des dossiers. À la fin du XIXe siècle, toujours les mêmes criminels qui commettent les mêmes crimes et que la prison fabrique des criminels. Les récidivistes représentent la moitié de la population pénale en France. On imagine alors une loi contre ces délinquants incorrigibles. Elle est votée le 27 mai 1885. L'enjeu de cette loi, dite de relégation, est de débarrasser le sol de la France métropolitaine des petits délinquants et vagabonds. Elle entraîne l'internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises. Criminels concernés ont vite fait de comprendre qu'ils ont tout intérêt à cacher leur véritable identité ou les identités sous lesquelles ils ont été précédemment condamnés. La priorité pour la police est donc de parvenir à identifier un individu sans avoir recours à son identité. Pour ça, il faut garder trace de toutes les condamnations. C'est pourquoi depuis 1800 existe le registre général des condamnations prévu par les articles 600 à 602 du Code d'instruction criminelle. Ces sommiers judiciaires, tenus par ce sont de gros registres dans lesquels les affaires sont notées chronologiquement, à la suite les unes des autres. En 1833, les registres sont remplacés par des fiches. En 1893, on en compte 8 millions. En 1848, Arnould Bonneville de Marsangy, procureur à Versailles, propose en 1850, mais n'est pas national. Tout travail de recherche se révèle donc extrêmement laborieux, d'autant plus qu'il se heurte à plusieurs obstacles majeurs. L'homonymie est le premier. Comment retrouver un Pierre Martin ou un Antoine Dupuis parmi des dizaines d'autres? Le Joseph Vacher, arrêté dans le Cantal, est-il le même que celui arrêté 6 mois plus tôt à Paris? Et s'appelle-t-il seulement Joseph Vacher? Pour identifier un suspect comme récidiviste de façon certaine, la police n'a alors de façon différente, sous des éclairages et des poses différents.
et elles ne sont pas centralisées. Le mieux serait de reconnaître sans erreur les récidives grâce à des signes distinctifs. Malheureusement pour le système judiciaire, la marque des condamnés n'existe plus. Sous l'Ancien Régime, jusqu'en 1724, la peine de flétrissure consistait à marquer au fer rouge l'épaule du condamné d'une fleur de lys. La lettre V pour voleur, M pour les mendiants récidivistes, et Gal et après sa peine accomplie. C'est en 1832 que la peine de flétrissure fut définitivement abolie. Classant et reclassant fiches et dossiers, Bertillon se sent inutile. Parce qu'il s'intéresse aux statistiques et aux mesures osseuses, il met au point un système de classement des individus selon une dizaine de mensurations osseuses réalisées sur le corps humain. Son système retient 14 mensurations dont la taille, la longueur des pieds, des mains, des oreilles, des avant-bras, de l'arête du nez, phallique pour les relevés crâniens. Ces données sont propres à un individu, et il n'y a que 286 millions de chances pour qu'un ensemble de ces données soit commune à deux individus. En décembre 1882, Ernest Camescas, nouveau préfet de Paris, accorde 3 mois au modeste employé Bertillon pour tester la validité de sa méthode. Et le 16 février 1883, victoire. Le premier récidiviste est identifié grâce à la méthode Bertillon. Mieux encore, ils sont 241. Le système Bertillon est adopté. Désormais, tout individu arrêté par la police à Paris ou dans ses environs fait l'objet d'un examen et d'une classification systématique. Bertillon publie l'identification anthropométrique, instruction signalétique, en 1885. Il y distingue les individus comme un botaniste classabulaire technique spécifique. On ne se contente plus, par exemple, de termes évasifs pour qualifier la couleur des yeux. Le tableau des nuances de l'iris humain, classé suivant l'intensité croissante de la pigmentation, comporte 54 couleurs. Il s'agit d'être très précis. En 1888, Bertillon se fait aménager un atelier spacieux et fonctionnel. Désormais, les suspects sont photographiés de face et de profil dans des conditions de pose et d'éclairage identiques, sans retouche. Un aide-opérateur ou une réglette en fer maintient la tête du prévenu. On tourne la chaise pour passer de la pose de face à celle de profil. En 1889, lors de l'exposition universelle de Paris, Bertillon triomphe. Il présente son ouvrage intitulé « Les signes caractéristiques des principales professions manuelles ». Cette étude approfondie recense 38 professions en répertoriant les stigmates de la main, comme les durillons, les cloques, ou encore les déformes. On est désormais en capacité de déduire sa profession. Élémentaire, mon cher Watson. Le préfet Lépine, en 1893, confie le service de l'identité judiciaire à Bertillon. La science criminelle est née. Elle semble si pleine de promesses que ses contemporains placent Bertillon, aux côtés de Pasteur, au rang des savants d'exception que la France a donné au monde. Cependant, le système Bertillon ne permet pour l'instant que d'identifier les récidivistes. L'affaire Schaeffer, la science contre le crime. Muni des photos d'empreintes recueillies sur la vitre brisée chez le dentiste Allot, Bertillon se plonge dans les fiches anthropométriques dont il dispose dans son service. Chacune d'entre elles comporte la reproduction du pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire de la main droite et l'index de la main gauche de chaque individu passé par le service d'anthropométrie. Bertillon trouve une ressemblance frappante entre les traces sur la vitre et les empreintes d'un nommé. En vertu de la loi Béranger, Schaeffer n'a pas été emprisonné. En effet, cette loi de 1891 permet à ceux qui sont condamnés pour la première fois de ne pas effectuer de peine de prison en bénéficiant d'un sursis. Mais bien sûr, la fiche du condamné passée par les bureaux de l'anthropométrie est archivée et consultable. Bertillon décrit les similitudes entre les traces retrouvées et les empreintes de Schaeffer. Il compare la forme centrale des dessins digitaux qu'il décrit comme des lacets à direction oblique, des sillons en forme d'arc superposés ou de points entourés dans un cercle. Il compte les sillons entre le centre de figure et le triangle d'intersection. Enfin,
il observe des particularités communes sur les traces et les empreintes, comme des arrêts de sillons ou des sillons bifurqués. La conclusion est formelle. Ils correspondent exactement à celles que le pouce, l'index, le médius et l'annulaire de la main droite de M. Schaeffer auraient pu occasionner. La position respective des traces de doigts démontre incontestablement que la position de ces empreintes a été faite après le bris de la vitre. Comment peut-il être aussi affirmatif? En 1880, il y explique qu'elles sont propres à chaque doigt et à chaque individu, et qu'elles ne changent pas au cours de la vie. Les études de Galton sont reprises par l'Argentin Jean Vucetich et le Britannique Edward Henry, qui mettent au point des méthodes de codification et de classement de ces empreintes. En 1892, les policiers argentins ont réalisé la première identification de l'histoire judiciaire à partir de cette nouvelle technique, en identifiant l'auteur d'un infanticide parmi les protagonistes connus du crime. Bertic. Il est le premier à identifier en l'absence de suspect un meurtrier à partir de traces digitales retrouvées sur place. Le 30 octobre à Marseille, Henri-Léon Schaeffer se présente à la permanence de police et demande à parler au commissaire de service. Monsieur Constance le reçoit et lui déclare qu'il est l'homme recherché par la police parisienne. Le commissaire, ayant sous les yeux le signalement détaillé du meurtrier de Rebelle, n'a pas de peine à se convaincre qu'il s'agit bien de lui. Il l'interroge sur sa culture parce qu'il a été très ému à l'annonce de sa mort qu'il a quitté Paris. Mais il ne l'a pas tué. Schaeffer est emprisonné malgré ses dénégations. Schaeffer a effectivement quitté Paris le jour même du crime. Il a pris à 10h30 un train pour Marseille, mais il a d'abord fait escale à Valence. Il n'est arrivé à Marseille que le 18 à 4h du matin. Sa mère demeure en route de Flandre à Aubervilliers. Cette lettre, le commissaire Cochefer l'intercepte. Voici son contenu. Je te demande, ma chère mère, de me faire parvenir au plus tôt une somme de 40 francs à Marseille, rue Saint-Victor, sous le nom de Pouly. Je te supplie de m'envoyer cette somme d'argent pour me permettre de m'embarquer jeudi soir sur un paquebot à destination de Buenos Aires. Je veux fuir dans la République argentine, car j'ai lu dans les journaux le récit du crime commis chez le dentiste Allot, rue Victime, et j'ai vu les assassins. Le jour du crime, en effet, j'avais rencontré 2 voyous que je ne connaissais pas. Ils m'indiquèrent un coup à faire chez M. Allot, dont l'appartement regorgeait, me dirent-ils, de richesses où il y avait beaucoup de butin et d'espèces sonnantes à emporter. Les 2 voyous montèrent et je les attendis. Quand ils revinrent, un instant après, ils me remirent 40 francs en me disant « Nous avons serré un peu trop fort le cou du garçon de clinique. Prends ces 2 jaunets et file rapidement. Par mon travail et ma bonne conduite, j'arriverai à me refaire une honorabilité. » Après avoir lu cette lettre, Cochefer téléphone aussitôt au commissariat central de Marseille pour demander une surveillance de l'hôtel de la rue Saint-Victor. C'est en rentrant à l'hôtel que Schaeffer aperçoit de loin des policiers. Il rebrousse chemin et se rend au commissariat pour interrogatoire. Cochefer envoie également 2 agents, les sous-brigadiers Coste et Nicolas, par l'Express du soir à Marseille. Il ramène Schaeffer à Paris le 1er novembre. Interrogée, la mère de Schaeffer refuse de croire à la culpabilité de son fils. La douleur de la pauvre femme est navrante. Elle est mère de 7 enfants et veuve depuis 6 ans. Son mari était contremaître dans une raffinerie de sucre, et tous leurs enfants sont parfaitement bien élevés. Son Henri est un bon garçon, certes oisif, mais incapable de faire du mal. Il lui fait ses courses, lui monte son charbon et son eau. Il veut lui épargner toute fatigue. De temps en temps, après le régiment, il a commencé à jouer aux courses et à avoir de mauvaises fréquentations. C'est sur les hippodromes qu'il passait le plus clair de son temps. Introduit pour la première fois dans le bureau du juge Joliot le 2 novembre, Schaeffer ne fait aucune difficulté pour avouer le meurtre de Rebelle. Mais il n'a volé que 250 francs en or et en billets de banque, qu'il a aussitôt perdus aux courses, des couverts en argent, des ronds de serviettes, des médailles et des bijoux. Il a jeté tous ces objets à la mer à Marseille dès qu'il s'est su rechercher. Il ne voulait pas. Mais au moment du partage, il s'est dit qu'il serait dommage de laisser une part à son complice. Il l'a donc ligoté et étranglé. Schaeffer est aussitôt écroué à la prison de la Santé.
Schaeffer est à nouveau interrogé, cette fois en présence de son avocat. Il donne des détails sur sa relation chez M. Allot. Celui-ci ne voyait aucun inconvénient à ce qu'il amène des amis et tenait même à ce qu'il les lui présente. Ce qui fut fait, mais Rebel présenta Schaeffer comme son cousin. Et Schaeffer s'entendit très bien avec le dentiste. D'ailleurs, la veille du meurtre, ils sont tous trois allés au café-concert de l'avenue Wagram. C'est alors que Rebel et lui convinrent en douce du cambriolage, qui eut donc lieu le lendemain. Pour faire croire que des inconnus s'étaient introduits dans l'appartement et laissa sur le verre l'empreinte de son pouce qui permit à Bertillon de le reconnaître. Ils ne trouvèrent que 250 francs, ce qui est peu. Schaeffer demanda à Rebel de partager, mais il refusa de faire part égale. Une dispute s'ensuivit, et Schaeffer étrangla Rebel avec une serviette. Interrogé à son tour, le dentiste Allot conteste cette version des faits. Ce n'est pas 250 francs qui lui ont été volés, mais 1600. Et le cambriolage a eu lieu après la mort de Rebel. En effet, le patron serait-il trop confiant? C'est ce qu'on peut soupçonner en entendant le témoignage de Marcel Letard, son assistant. Selon lui, Rebel aurait plusieurs fois fait disparaître de petites sommes au préjudice de leur patron. Un jour même, Rebel lui aurait dit qu'il serait facile de faire une clé de la cave bien garnie, afin de mettre la main sur quelques bonnes bouteilles. Le procès de M. Schaeffer s'ouvre le 13 mars 1903, devant la cour d'assises de la Seine, sous la présidence de M. Wendling. L'accusé plaide le meurtre sans préler son patron et simuler un cambriolage. Ce n'est qu'au moment du partage du butin qu'ils se sont disputés et qu'il a tué son complice. L'accusation s'appuie sur la déclaration du dentiste, qui déclare son domestique incapable de le voler, et sur le fait qu'il est improbable que Rebel ait eu besoin de quelqu'un pour voler son employeur s'il le voulait. Tout au long de cette affaire Schaeffer, la presse insiste sur le fait que l'assassin et sa victime avaient des mœurs inavouables, c'est-à-dire qu'ils étaient homosexuels. À l'évidence, logiquement au jury, de refuser toute circonstance atténuante pour ce crime au mobile odieux, commis par un homme qui est le dernier des derniers et mérite le châtiment suprême. L'avocat de la défense, maître Henri Robert, rappelle l'indignité de la victime et demande l'indulgence pour son client qui n'a pas prémédité son crime. Et le jury suit maître Robert, puisqu'après une longue heure de délibération, Schaeffer n'est condamné qu'aux travaux forcés à perpétuité. Trop content de sauver sa tête, il décide de ne pas faire de recours en grâce. Cette affaire Schaeffer est devenue avec le temps la grande victoire du système Bertillon. Pourtant, Bertillon ne jurait que par ses mesures anthropométriques et n'a ajouté la prise d'empreintes digitales qu'après de bons résultats obtenus en Argentine. L'affaire Schaeffer a donc achevé de le convaincre lui-même que les dessins filigraniques laissés par les papilles des extrémités de comparaison. En 1910, le préfet de police Lépine publie une circulaire qui souligne qu'il importe de préserver les empreintes digitales que peuvent révéler les divers objets disséminés sur le théâtre d'un crime, en évitant que les personnes accourues ne touchent à ces objets. Après les aveux, les empreintes digitales deviennent la reine des preuves, scientifiques et incontestables. La police deviendrait-elle infaillible ?